Ok, je crois qu'on peut commencer déjà. Bienvenue à notre webinaire sur protéger des ransomware grâce à un plan d'intervention sur l'incident. Et pour ça, on a aujourd'hui Bella Radiodeva. J'espère que j'ai bien prononcé ton nom, Bella. Donc, en fait, comme vous connaissez, moi, je suis l'admin de le groupe Modern Endpoint Management, que vous connaissez, que j'imagine que par de vous, vous participez dans le groupe. Et aujourd'hui, bien évidemment, on va parler d'un sujet qui s'intéresse beaucoup à beaucoup de monde, que c'est surtout tout ce qui est le focus de sécurité. C'est pour ça qu'Acronis, c'est un de notre partenaires qui nous couvre ces topics. Et pour ça, Bella, il va nous parler d'un sujet justement pour nous prévenir, notamment pour nous protéger en fait, tout ce qui est aujourd'hui, on a des menaces et des problématiques, notamment avec les ransomware et un plan d'intervention, c'est notamment très, très important. Et c'est pour ça que Sibella, il va nous faire une introduction, une présentation avec tous les points qu'on doit bien de tenir en compte. Donc, Sibella, on vient ici pour t'écouter. Donc, quand tu veux, tu peux commencer. Et puis, ta présentation, on posera des questions parce que moi, j'ai reçu pas mal de questions aussi dans les invitations que nous avons envoyées des participants, certains qui sont ou pas pourraient participer, mais qui voudraient quand même te poser des questions. Donc, on y va, on t'écoute. Moi, je suis là ici, c'est toi des soins, et on t'écoute. Merci beaucoup, Angel, pour cette introduction. Bonjour tout le monde, je m'appelle Svetla Radivoeva, comme Angel m'a présenté, et je fais partie de la société Acronis. Donc, je travaille en tant que Partner Enablement Coach. Et aujourd'hui, je suis là pour vous parler un peu de la protection contre les ransomware, contre les malwares, pourquoi et comment on peut effectuer cette protection et surtout comment effectuer cette protection grâce à ce qu'on appelle un plan d'intervention sur incident. Donc aujourd'hui, quand on parle de cybersécurité, on connaît dans le paysage de cybermenaces plein de différentes menaces qui peuvent mener à ce genre d'incident. Donc c'est pour ça qu'il est important toujours de parler des mesures adéquates qu'on peut mettre en place et toujours de commencer par une étape proactive pour se protéger contre les cybermenaces et réagir correctement dans le cas d'incident. Donc, je vous propose de commencer directement par l'agenda d'aujourd'hui. On va commencer par une brève introduction du paysage de cybermenaces pour entrer dans ce contexte de ransomware, de malware, de différents types d'incidents. Et ensuite, on va voir comment on peut mettre en place ce plan d'intervention. Si vous avez des questions, oui, je pense qu'Angel l'a mentionné, vous pouvez les poser. Donc, on est là pour avoir une interaction, pour discuter toutes vos questions, commentaires, etc. Donc, vous êtes bienvenus de poser toutes questions. Donc, commençons tout d'abord par une brève introduction sur l'environnement des cybermenaces. Peut-être vous le savez déjà ou pour certains c'est une nouvelle information, mais le phishing et les emails malveillants restent le vecteur principal d'infection aujourd'hui. Donc, le phishing, je pense que tout le monde le connaît. Il s'agit de se faire passer pour une tierce de confiance afin de voler des données personnelles ou bien des données financières de différents types de personnes ou d'organisations. Et le phishing, il contribue jusqu'à presque 90% de ces cyberattaques ou bien des atteintes d'infection. Pourtant, quand on parle de phishing, on peut aussi parler de plein d'autres versions de phishing. Par exemple, s'il s'agit du spear phishing, qui est un peu plus ciblé que le phishing en général, ou bien le whaling, dont l'objectif ou le public cible, ce sont plutôt les employés qui sont très en vue, par exemple les PDG, les directeurs financiers, etc. Donc, ce type de whaling phishing inclut des données très spécifiques, donc le nom, le prénom de la personne, donc il est très, très ciblé.
Ensuite, nous avons le malware et ce qui est curieux, c'est que plus que 90% du malware est distribué aujourd'hui par email. Donc, c'est pour ça qu'il faut protéger tous les éléments, mais notamment nos emails. Et ensuite, nous avons les attaques avancées ou ce qu'on appelle le business email compromise ou la compromission d'identité. Donc, voilà quels sont les vecteurs principaux d'infection. Ensuite, nous arrivons à la conclusion logique que des défenses efficaces sont plus difficiles à établir dans un environnement où il y a déjà des barrières. Donc, il y a CyberEdge, qui est une société de conseil américaine, qui a enquêté à peu près 1200 professionnels IT de la sécurité dans 17 pays parmi 19 industries différentes. Et suite à cette enquête, CyberEdge a constaté que ces professionnels de IT considèrent que les cybermenaces qui les préoccupent le plus sont notamment le malware, l'usurpation d'un compte ou de l'identité et le phishing et le ransomware. Ce sont on peut dire le top 4. Quand on parle de malware ici, comme vous savez, peut-être on peut distinguer entre plusieurs types de malware, soit un virus, soit un ver, Trojan, etc. Donc, il y a des petites nuances entre ces différents types de malware, mais si on parle des plus répandus, notamment le virus et le ver, ce qui est commun, c'est que ce sont des malwares qui sont capables de se auto-répliquer, soit au travers d'un logiciel, soit entre les différents types de charges de travail, mais c'est ça en fait le danger, c'est qu'elles s'auto-répliquent très rapidement et il devient plus difficile de stopper cette infection une fois que la réplication a commencé. Donc, c'est pour ça que nous avons besoin, dans l'idéal, d'une façon tout d'abord proactive pour se protéger contre ces différents types de malware. Ensuite, le phishing, nous l'avons déjà mentionné, et le ransomware aussi. Donc, le rançongiciel, ici, le danger, c'est que, comme vous le savez peut-être, les rançongiciels, ils chiffrent nos données, enfin les données des victimes, et ensuite, ils demandent un rançon qui, parfois, il s'agit d'une somme très, très élevée qui est presque impossible à payer par l'entreprise. Par contre, si l'entreprise ne la paye pas, les données restent chiffrées. Donc, c'est pour ça qu'il est essentiel, quand on parle de protection contre les cyberattaques, de considérer aussi le ransomware ou le rançongiciel. Ensuite, quelques défis qui bloquent justement cette protection. Souvent, en fait, il s'agit du manque de main-d'œuvre qui est informée ou bien qui est formée en face de ces cyberattaques. Il y a aussi le manque de sensibilisation parmi les employés dans la société. Donc, soit ils ne connaissent pas les différentes façons d'infection, de réplication des virus, justement parce qu'ils ne sont pas formés, ou bien parfois il y a trop de données à analyser. On va parler aussi de ce point-là. Donc, voilà ce qui sont les défis les plus communs et aussi les préoccupations majeures parmi les professionnels de la cybersécurité. Vous pouvez d'ailleurs aussi partager quelles sont pour vous les préoccupations majeures ou bien quels sont pour vous les freins ou les défis qui nous freinent à nous protéger efficacement contre les cybermenaces. Maintenant, passons à une liste de 12 étapes pour élaborer une stratégie efficace contre les malwares et contre les ransomware. Donc, nous avons parlé rapidement de chacune de ces 12 étapes. Et si vous avez des questions, vous pouvez aussi les partager parce que là, on va juste tracer les lignes générales de ces étapes. La première étape, on recommande de déployer des mesures d'analyse comportementale anti-malware et cette analyse vient en complément aux solutions d'antivirus d'ancienne génération qui sont basées sur les signatures. Donc,
On dit ancienne génération parce que aujourd'hui, il n'est pas suffisant d'avoir juste une solution traditionnelle. Il faut compter sur une solution antivirus de nouvelle génération. C'est-à-dire, il faut inclure, par exemple, l'analyse comportementale. Donc, il s'agit de compter sur des heuristiques comportementales. Donc, en gros, on compare la chaîne d'action qui est exécutée par un processus avec la chaîne d'action enregistrée dans la base de données des modèles de comportement malveillants. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'analyse comportementale. Il s'agit aussi, bien sûr, de compter sur des modèles d'apprentissage automatique, sur l'intelligence artificielle, etc. Donc, il s'agit d'un antivirus de nouvelle génération. Ensuite, nous allons passer sur la deuxième étape. Est-ce qu'il y a des questions? Je ne vois pas des questions. Donc, la deuxième étape, il s'agit de mettre à jour des mesures telles que la protection de la messagerie électronique ou bien le filtrage des URL. Donc, nous savons que les URL sont une source principale des cyberattaques parce qu'ils arrivent à tout le monde de cliquer sur un URL malveillant. Donc, il faut se protéger. Je peux donner ici un exemple de protection de la messagerie. Donc, nous avons parlé de la protection contre le phishing, mais aussi il s'agit de la protection contre l'usurpation de l'identité ou bien protection contre les spams, une analyse profonde des pièces jointes, etc. Et dans l'idéal, il faut conduire toutes ces analyses avant que cet email malveillant atteigne l'utilisateur final. Donc, c'est pour ça qu'encore une fois, on accentue l'importance de la proactivité. Quand on parle des URL, ici, on peut parler par exemple de la constitution d'une liste blanche, donc une liste dans laquelle on inclut les catégories des URL auxquelles on peut faire confiance. Donc, par conséquent, les utilisateurs peuvent ouvrir ces URL ou bien au sein d'une catégorie spécifique. Par exemple, je souhaite bloquer l'accès à tous les URL qui sont associés aux réseaux sociaux. Mais dans cette catégorie des URL de réseaux sociaux, je peux autoriser uniquement, par exemple, Facebook, Twitter, etc. Donc, après, lorsque l'utilisateur essaye d'accéder à cette URL, peut-être soit il n'aura pas l'accès, donc il sera totalement bloqué pour accéder, ou bien il va recevoir un avertissement comme quoi c'est potentiellement un URL malveillant et c'est à son risque de se connecter à cette URL. Ok, justement, Voilà. c'est une question Oui. qu'on tu voudrais poser, mais tu l'as bien répondu, parce qu'en fait, je voudrais donner quelques exemples par rapport à la protection Oui, de la messagerie et au filtrage de la URL, que je pense que c'est des points quand même sensibles. Mais bon, tu as déjà nommé certains. exactement. Si tu as Oui. des précis, de quelque chose de précis, voilà. C'est aussi bien Merci, pour, Angel. Oui. Donc, on peut dire souvent, voilà, constituer des listes blanches d'autorisation ou bien des listes des URL bloquées et ensuite préciser, au lieu de ces listes et de ces catégories, préciser s'il y a quand même des URL auxquelles on fait confiance. Ensuite, la troisième étape, il s'agit de déployer des outils qui augmentent la visibilité sur les ressources informatiques, sur les flux de données. Ici, nous avons mis un exemple sur les vulnérabilités de jour 0. Donc, nous parlons généralement des vulnérabilités. Donc, ce sont on peut dire tous les points faibles dans un logiciel, dans une application, etc. Mais en même temps, on parle aussi des vulnérabilités de jour 0. La différence, c'est que les vulnérabilités de jour 0 ne sont pas encore connues ou bien pas encore examinées. Et par conséquent, nous n'avons pas encore de correctifs qu'on peut appliquer sur cette vulnérabilité. Donc, c'est pour ça qu'il faut les traiter avec une attention spécifique et déployer des mesures, par exemple, protection contre les injections de code malveillants ou bien protéger les modifications des droits d'exécution des pages mémoire suspectes, etc. Donc, pensez aux vulnérabilités de jour 0. Encore une fois, être proactif. peux-tu éclairer la différence
entre les Euh, vulnérabilités standards et les juste zéro? Ok, comme euh, ça qu'on voit oui. clairement les deux différents. Oui, donc les vulnérabilités de jour zéro, et on peut dire en mots simples qu'elles sont découvertes, mais elles ne sont pas encore patchées ou bien corrigées par un correctif. Oui, Parce que si nous avons une vulnérabilité, dans l'idéal, il faut avoir un correctif ou une mise à jour, genre les mises à jour que nous connaissons tous pour nos portables, etc. Donc, oui, c'est, comment dire, c'est la poursuite idéale d'une vulnérabilité. Il faut la patcher si d'accord. nous avons un patch disponible. Et pour les 0 day ou pour les jours zéro, malheureusement, Mhm. nous n'avons pas encore un patch. D'accord, ok, super, Et merci. donc, les vulnérabilités, je t'en prie, c'est juste un point faible dans le logiciel, on peut dire. Ensuite, l'étape 4, on essaie d'éliminer les expositions internes et externes au niveau du réseau. Donc ici, on parle des expositions suite à la transformation digitale, suite au passage vers l'espace cloud, etc. Donc, il faut éliminer ces expositions. Ensuite, il faut bien sûr gérer diligemment les mots de passe, les droits d'accès. Souvent, ça passe par les administrateurs qui gèrent ces droits d'accès. On peut établir, par exemple, des chiffrements de mots de passe, les facteurs d'authentification, etc. Ensuite, il faut élaborer un programme de sensibilisation à la sécurité. Euh, D'après nos observations, c'est souvent une étape un peu négligée parce que on se rend pas toujours compte à quel point il est important de former tous les employés. Si on parle d'une société, il faut que tous les employés soient bien formés à tout ce qui est cybersécurité, les différents types de cyberattaques, comment se protéger, par exemple. euh, on a tous des emails de nos jours, donc comment se protéger pour éviter qu'on clique sur une mauvaise URL dans un email ou bien comment éviter d'ouvrir une pièce jointe qui est malveillante, etc. Donc, une étape très importante. Ensuite, l'étape 7, il s'agit de mettre à jour des procédures automatiques et codées pour l'analyse des vulnérabilités et pour la gestion des correctifs. Dans ce cas, je dirais qu'il est important de compter sur cette automatisation. Donc, on peut établir certaines règles, par exemple, installer automatiquement un correctif s'il est disponible pour telle ou telle vulnérabilité, etc. Donc, cela permet d'économiser du temps et aussi, surtout d'économiser du temps parce qu'il ne faut pas aller à chaque fois vérifier les alertes, vérifier est-ce qu'il y a un patch pour telle ou telle vulnérabilité. Donc, on recommande de automatiser le plus de tâches possible. Ensuite, l'étape 8, il s'agit, si possible, de réduire le nombre d'agents sur les terminaux et le nombre de consoles dans l'entreprise. Ici, chaque entreprise a sa propre préférence. Certains préfèrent de le faire, autres non, parce qu'ils le considèrent risqué, enfin, de mettre, comment dire, tous les œufs dans le même panier. Mais quand il s'agit de consolidation, nous avons constaté que cela aide, enfin, cela crée une efficacité parce que nous avons un espace central pour recevoir les alertes, pour gérer les agents. Donc, souvent, enfin, on peut dire qu'il y a plutôt des bénéfices quand il s'agit de la réduction du nombre d'agents parce que vous le savez peut-être quand vous travaillez avec plusieurs vendeurs, chaque vendeur ou prestataire de service a sa propre console, son propre agent qu'il faut installer. Donc, parfois, il y a aussi un manque de compatibilité entre les agents. Donc, c'est pour ça que nous recommandons de réduire le nombre d'agents installés sur tel ou tel terminal et de les consolider si possible. Ensuite, l'étape 9, nous recommandons de tirer parti des cadres de sécurité comme le NIST
NIST, c'est le National Institute des standards dans la technologie. Ça, c'est une agence du département de commerce des États-Unis et ils ont développé un ensemble de normes et de lignes directrices et de meilleures pratiques pour gérer les risques informatiques. Et ici, ils ont développé le cadre en termes de cybersécurité qui se base sur les étapes de identification, protection, détection, réponse et récupération. Donc, ce sont les 5 vecteurs de protection et dans l'idéal, on suit ce cadre développé par le NIST. L'étape 10, mettre en place une stratégie robuste de protection des données. Ici, nous recommandons de faire une sauvegarde des données et dans l'idéal de scanner aussi cette sauvegarde. C'est aussi une étape qui est souvent négligée parce qu'on pense que si j'ai une copie de mes données, donc une sauvegarde, un backup, c'est fini, je suis protégée. Mais il faut toujours d'un côté scanner la sauvegarde et d'autre côté, dans l'idéal, avoir un plan de récupération ou de reprise après sinistre, parce que ce n'est pas du tout la même chose et parfois on néglige aussi un peu la récupération après sinistre, alors que il faut être proactive et avoir dans l'idéal les deux. Ensuite, l'étape 11, on recommande d'envisager la mise en place d'un programme de reprise d'activité après sinistre. C'est un peu ce que je viens de dire dans l'étape précédente. Donc, dans l'idéal, la sauvegarde des données et la reprise d'activité après sinistre vont ensemble parce qu'avec la copie des données, il s'agit uniquement on peut dire d'une copie statique, alors qu'avec la reprise d'activité après sinistre, nous avons une récupération de toute l'infrastructure, donc tous les serveurs critiques, non seulement une copie de nos données. Et la dernière étape, ici, il s'agit de créer un plan d'intervention sur incident et c'est l'étape sur laquelle nous allons nous focaliser dans les prochaines minutes. Donc, comment créer un plan d'intervention sur incident? Tout d'abord, de quel type d'incident il s'agit? Malheureusement, ce sont des incidents de tout genre. Il peut s'agir d'une compromission des identifiants, donc une attaque de type phishing, encore une fois, ou bien injecteur payé, ou bien des attaques qui ciblent les mots de passe. D'autre côté, il s'agit des emails malveillants, donc les pièces jointes suspectes, l'ingénierie sociale. Donc, l'ingénierie sociale, elle est partout. Elle compte sur notre comportement et notre modèle de réflexion humain. Donc, si on reçoit une email de ma banque, par exemple, ma première pensée sera, ah, c'est un email important, je dois changer tout de suite mon mot de passe. Donc, ma première pensée, parce que je vois l'email de ma banque et tout paraît normal, donc je vais réagir, enfin, je vais faire confiance par défaut. Il y a aussi l'exploitation de l'email des clients. Ensuite, l'exploitation des services, donc des services non corrigés, donc toutes les vulnérabilités que nous avons mentionnées, par exemple une vulnérabilité dans mon navigateur web, vulnérabilité de mon Zoom ou bien d'autres types d'applications pour faire des vidéoconférences, les vulnérabilités de jour zéro, des erreurs de configuration. D'autre côté, nous avons les sites web malveillants, nous les avons déjà mentionnés. Les attaques sur la chaîne logistique aussi, donc une infection des dépendances. Il y a aussi le facteur humain. Donc, il ne s'agit pas seulement des cyberattaques externes, mais par exemple, quelqu'un à l'intérieur de l'entreprise qui a fait une erreur ou bien un accès physique qui peut se faire exprès ou bien pas exprès. Ensuite, qu'est-ce que c'est en fait qu'est-ce que c'est le plan d'intervention sur incident? Donc, c'est une stratégie de cybersécurité qui vise surtout à intervenir rapidement et efficacement en cas d'incident. Il s'agit de fournir une approche de gestion des incidents qui est structurée et qui est organisée. Donc, il faut tout d'abord identifier l'incident, confiner et résoudre cet accident et ensuite, additionnellement, analyser qu'est-ce qui s'est passé et comment on peut améliorer cette procédure pour les prochaines fois.
Il s'agit aussi de limiter les perturbations et les autres dommages, par exemple l'atteinte à la réputation, les coûts d'opportunité, sanctions, les coûts en cas de manquement aux obligations, etc. Donc, ici, nous avons plusieurs exemples, mais juste pour vous donner un exemple, en 2018, la société British Airways, ils ont subi un vol massif des données bancaires de leurs clients et donc plus de 400 000 420 000 clients, je pense, ont été affectés par ce vol de données. Donc, British Airways, ils ont dû payer une amende aux alentours de, je pense que c'était 200 millions d'euros ou quelque chose de cet ordre. Donc, suite à cette faille de sécurité, les clients et la société ont subi des dommages. Après, British Airways dit qu'il n'y a pas eu un impact ou il n'y a pas vraiment eu un vol d'argent suite à l'accès aux cartes bancaires de leurs clients, mais quand même, c'était un scandale qui a vraiment causé un dommage à la réputation de British Airways. Et d'ailleurs, cette amende que British Airways a dû payer elle est égale à peu près 1,8% de leur chiffre d'affaires. Donc, juste pour vous donner une idée de l'impact. Ensuite, nous avons pris comme exemple ici la directive NIS2. Donc ça, c'est une pièce législative qui vise à améliorer la cybersécurité des réseaux et des systèmes informatiques au sein de l'Union européenne. Donc, d'après cette directive, il faut élaborer 4 étapes. Il s'agit de mettre en place un système sécurisé. Donc, il faut s'assurer que les systèmes sont architecturés de manière à limiter les risques d'attaque. Par exemple, on peut inclure un firewall robuste, des correctifs des logiciels suite à la découverte des vulnérabilités et des protocoles d'identification sécurisés. Ensuite, il faut surveiller le système. Donc, on établit un système de surveillance efficace pour détecter les intrusions, détecter toute activité suspecte ou bien tout code malveillant, etc. et alerter si nécessaire les autorités. Ensuite, il faut mettre en œuvre le plan d'intervention et de récupération. Donc, encore une fois, nous avons ici l'importance de ce plan d'intervention. Donc, il s'agit dans le plan de détailler comment on va réagir suite à une attaque et quelles mesures on va prendre pour se remettre et pour éviter que cette attaque se reproduise dans le futur. Par exemple, on peut effacer les informations sensibles en cas de risque de fuite des données ou bien en cas de prise de contrôle. Et finalement, il faut réviser les politiques de protection des données. Donc, il faut s'assurer que ces politiques sont, par exemple, conformes à cette directive parce qu'elle concerne l'Union européenne. Ensuite, regardons quelles sont les étapes de ce plan d'intervention sur incident. Tout d'abord, le plus important, il faut établir une équipe d'intervention sur incident. Donc, chaque entreprise décide quelle personne elle va inclure, la taille de l'équipe, etc. Ensuite, il faut réaliser une analyse des menaces. Donc, encore une fois, on est dans l'approche de la proactivité, donc analyser les menaces de tout type. Donc, nous avons mentionné juste quelques-uns, les malwares, phishing, etc. Ensuite, il faut définir les directives d'intervention rapide. Donc, qu'est-ce qu'on fait concrètement pour intervenir dans le cas d'une infection par malware, par exemple. Ensuite, il faut mettre au point des procédures de communication externe. Donc, il faut savoir qui va communiquer quel type d'information à quelle personne, etc. Est-ce qu'il faut aussi informer des autorités externes, quelle autorité, etc. Ensuite, très important, il faut former les collaborateurs. Donc, tout le monde, peu importe quel est son poste, doit être informé de ce plan et des risques. Ensuite, il faut tester le plan, toujours le tester au mieux possible et finalement apprendre et répéter.
Concrètement, nous allons regarder rapidement quelques éléments. Donc, ici, nous prenons comme exemple l'étape 7, 8 et 9. Donc, les étapes jusqu'à ces étapes, donc les étapes initiales de 1 à 7, il s'agit surtout de informer une fois qu'il y a un incident. Disons qu'à l'étape 1, l'incident se produit, une personne de la société l'a découverte. Donc, de étape 1 jusqu'à étape 6, il s'agit surtout des protocoles de communication. Donc, il faut informer les administrateurs ou bien les managers, etc. Donc, une fois qu'on a défini cette procédure d'intervention initiale, il faut définir les mesures à prendre et les étapes d'identification, de confinement, etc. Donc, nous arrivons à l'étape 7, après avoir fait cette communication initiale. Qu'est-ce qu'on fait ici? Nous avons déjà l'équipe d'intervention sur incident, donc il doit créer un ticket et il doit attribuer le niveau de gravité. Donc, la définition de cette gravité nous aide à être au plus clair de qu'est-ce qui s'est passé, à quel degré, est-ce que c'est grave, etc. Donc, nous avons divisé 4 catégories. Il peut s'agir d'une menace pour la vie, pour la sécurité publique, ou bien une menace pour les données sensibles. Les données sensibles peuvent être les données de santé, ou bien tous les documents qui sont marqués comme confidentiels, les données personnelles, ou bien les données qui concernent les informations des cartes bancaires. Ensuite, ça peut être une menace pour les systèmes informatiques, ou bien une interruption des activités. Ensuite, cette équipe d'intervention va analyser l'incident et ensuite, il va déterminer la procédure qu'il faut suivre. C'est pour ça qu'il est essentiel d'avoir établi ces procédures et il faut développer des procédures pour chaque type d'incident, incident de verre, incident de virus, d'intrusion, de vol de données ou bien procédures en cas d'intrusion active, etc. Donc, toutes ces procédures sont clairement définies. Et ensuite, les membres de l'équipe doivent appliquer les techniques d'investigation numérique qui incluent, par exemple, examiner les journaux système, les logs, etc. Ensuite, la procédure de remontée des incidents, il faut déterminer les mesures à prendre si l'incident n'est pas résolu rapidement. Par exemple, il faut peut-être remonter l'incident à un niveau supérieur de la hiérarchie ou bien à un tiers externe, etc. Donc, il faut toujours passer par cette communication et par le suivi de ces procédures. Et il faut se poser toutes ces questions lors de la discussion. Est-ce que, par exemple, c'était une fausse alarme? Est-ce que cet incident est toujours en cours de se reproduire? Quelles sont les données qui sont sous menace? Ou bien, quel serait l'impact si on n'a pas résolu correctement ou bien dans le bon temps cet incident. Donc, toutes ces questions, il faut les poser. Ou bien, est-ce que la réponse est urgente? Peut-être, oui, c'est un incident, mais ce n'est pas totalement urgent. Donc, on peut laisser un peu d'espace de réflexion, de communiquer avec d'autres équipes, etc. Donc, vraiment, il faut examiner toutes ces questions. Et ensuite, le reporting. Donc, il faut inclure tous les détails sur la manière de documenter ou bien de signaler ces incidents. Donc, quelles sont les informations à collecter? Quels sont les noms des collaborateurs des entreprises qui doivent être avertis, par exemple les administrateurs, le business manager, le dirigeant technique, etc. Aussi, quel est le niveau de détail des informations qu'il faut leur communiquer et quelle est la chronologie de la résolution d'incidents. Donc ici, nous avons donné un autre exemple de développement de ce plan d'intervention, c'est l'étape 4. Dans ce cas, donc, la personne, enfin, le département de sécurité va donc va informer l'équipe d'urgence de cet incident et il faut collecter des informations sur qui a averti, qui a informé l'équipe d'intervention de cet incident, quel est le type d'incident, qui sont les personnes qui sont concernées. Peut-être il s'agit de 10 personnes qui ont, eux, leur boîte mail infectée, etc.
Donc, il s'agit ici du reporting. Et en fait, avec cela, nous avons terminé la partie théorique. J'ai voulu laisser un peu de temps pour des questions, des discussions, etc. Donc, si vous avez des questions, vous êtes bienvenus. Et entre-temps, je parcours les slides. Si vous trouvez quelque chose qui n'est pas clair ou si vous avez besoin de plus de renseignements. Ok, c'était là. Très intéressant. Super intéressant. Je crois qu'on a bien plus ou moins vu toutes les étapes, tous les, tous les points pour faire un bon plan d'intervention. J'ai quelques questions. S'il y a quelqu'un que je vois pas ici pour l'instant, personne n'a pas posé de questions, mais j'ai des questions qui me sont posées, qui peut-être que tu pourras en essayer. Alors, certains, je vois commencer un c'est très pertinent, mais je trouve que c'est quand même, de quelle mesure il est très important d'inclure des incidents physiques, parce qu'on pense toujours que c'est en attaque phishing, mais il y a des incidents physiques quand même, dans les plans de réponse aux incidents. Par exemple, les incendies, les inondations, etc. Comment mettre ça? Parce que oui, effectivement, on doit les réfléchir que s'il y a des inondations, tous les devices, tous les terminaux, Tout ils à pourront fait. savoir affecter. Donc, comment mettre ça? Qu'est-ce que tu nous conseilles? Oui, une question très pertinente. Oui, donc au niveau physique ou des incidents physiques, oui, il faut les inclure dans le plan. Et d'ailleurs, c'est ce que nous voyons sur ce slide-là en tant qu'étape 7. Donc, une fois qu'on établit l'équipe d'intervention sur incident, dès qu'il génère un ticket, nous voyons ici qu'on a développé 4 catégories. Donc, on voit qu'une de ces catégories concerne précisément l'aspect physique, donc la sécurité publique, menace pour la vie. Donc, bien sûr, il faut bien prendre en considération ces étapes aussi. Donc, tu as raison, il ne s'agit pas uniquement de la protection digitale, mais aussi la protection physique des personnes. Donc, il faut l'inclure. Est-ce que cela répond à ta question? C'est plus ou moins, oui, mais effectivement. Mais plutôt, s'il est Après, oui, pertinent de... Oui, tout à dis-moi. fait. Après, oui, chaque entreprise décide, donc chaque équipe d'intervention va décider comment et à quelle mesure développer cette catégorie, mais oui, il faut absolument l'inclure. OK. Et là, ici, il y a une autre question qu'il faut réfléchir, parce que de tous les points que tu as nommés, quel, quel point devrait être le principal prioritaire en matière de réponse aux incidents? Enfin, parce que j'imagine qu'il y a certains qui ont doit donner priorité que les autres. Oui, tout à fait. Ici, je dirais, oui, juste quelques-uns. Peut-être, je dirais, tout d'abord, il faut, on peut dire, stabiliser l'incident, donc le contenir le mieux possible pour qu'il ne se propage pas. Ensuite, je dirais, encore une fois, ce que tu as évoqué dans la question précédente, la sécurité de la vie, la sécurité des personnes physiquement. Et ensuite, je dirais protéger la propriété digitale et aussi la propriété physique, donc les protéger et les préserver. Donc, je dirais que c'est surtout ça. Donc, ces 3 étapes. Et OK. ensuite, oui, ensuite, c'est à chacun de décider comment préserver, donc comment développer des procédures pour chaque préservation de tout type, des différents types de propriété digitale, par exemple. Et en question qui suit un petit peu à ta réponse, et comment on renforce les plans de réponse aux incidents? Comment tu penses qu'on doit les renforcer? Très bonne question. À mon avis, ici, c'est plutôt le fait de, je dirais, ces dernières étapes qu'on voit ici. Donc, d'un côté, tester le plan. Donc, même, par exemple, faire un test de pénétration pour voir à quelle mesure on est préparé de réagir proactivement en cas d'une attaque de malware, ransomware, etc. Donc, surtout tester le plan et
aussi former les collaborateurs, même si, bien sûr, il n'y a pas tous les collaborateurs qui seront impliqués dans cette équipe d'intervention, mais tester, répéter, donc apprendre, parce que quand on teste, on va voir qu'il y a des éléments qui manquent, peut-être on ne réagit pas suffisamment rapidement, etc. Mais à mon avis, c'est le fait de tester pour apprendre, apprendre des erreurs. Ok, c'est clair. Une dernière question. Alors, quelles sont les trois principaux recommandations, recommandations, les principaux que tu as dans ta tête, ok, pour développer un plan qui soit efficace au cas que ça arrive de coucher en plan, enfin, qu'on se trouve dans une situation réelle d'un problème quand ça arrive, parce qu'il pourra facilement. Aujourd'hui, c'est la réalité. C'est quoi, à ton avis, les principaux recommandations? Ah, bonne question. Je dirais, parce que quand on parle de ce genre de plan, il est très important d'avoir une structure et une organisation. Si on a déjà ça, à mon avis, d'après nos observations, c'est déjà la base. Donc, je dirais toujours avoir cette équipe d'intervention, donc savoir exactement qui va faire quoi, même si c'est juste deux, trois personnes, peu importe. Il faut tout d'abord commencer par la structure, je dirais. Ensuite, avoir une vue très claire sur les types de menaces en analysant le passé. Quelles sont les menaces qui ont déjà affecté ou essayé d'affecter les collaborateurs, l'organisation. Donc, je dirais aussi l'analyse. Et troisième, oui, peut-être aussi tester au mieux possible ce qu'on a déjà mis en place. Euh, Parce que c'est vrai que, comme nous avons vu, il y a plein d'étapes, plein de détails, mais je dirais oui, établir l'équipe et apprendre du passé. Quand on fait l'analyse, toujours commencer par qu'est-ce qui est déjà survenu, parce qu'il est possible que ça survienne à nouveau. Par exemple, une attaque de malware par email, nous avons déjà appris que c'est ça qui nous touche le plus, donc mettre cela comme priorité et, et tester. Oui, donc encore une fois, on revient sur ces étapes essentielles, mais à mon avis, oui, il faut toujours suivre ces étapes un par Ok, un, mais avoir une structure, surtout structurée. ok, très bien. Belle. Je crois qu'il y a vraiment toute la présentation. On a eu une très bonne séance de ta part. Je crois que ça éclaircit beaucoup concernant tout ce que c'est l'élaboration, il protéger, se préparer bien au cas des incidents. Je pense que les points que tu as nommés sont vraiment clairs. Merci pour ta recommandation aussi. Tu connais mieux que nous hein, ce que nous devons faire. Nous sommes, notamment dans ma communauté, on a beaucoup de, tu sais, on a une inquiétude très forte concernant la sécurité. C'est un Oui, sujet qui ça devient de plus en plus, ça inquiète les sociétés. Parce qu'aujourd'hui, en regardant qu'on passe une étape de cyberterrorisme, des choses oui, qui aujourd'hui, personne n'est pas, on est tous concernés. Quoi. On ne peut pas dire à moi, c'est mon nom, mais je ne pense pas. Il n'y a aucune société, petite, moyenne ou grande, c'est égal. Aujourd'hui, on voit clairement que les fichiers servent à n'importe qui. Et évidemment, c'est important d'avoir tous ces points. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose avant qu'on finisse je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis et malheureusement, comme on dit chez Acronis, la question n'est pas si ça va survenir, si cet accident va survenir ou pas, mais quand est-ce qu'il va apparaître, quand est-ce qu'il va survenir, parce que comme tu dis, personne n'est protégé malheureusement, même si nous avons les solutions antivirus les plus modernes, aucune solution n'est parfaite, aucune mesure n'est impeccable, donc c'est une question de temps. Quand est-ce que ça va survenir? Et il faut être préparé. Et c'est pour cela que nous avons ce genre de plan, toutes ces mesures de protection. Donc, il faut être proactif. C'est toujours ce qu'on recommande. Anticiper et avoir la proactivité face aux menaces. tout à fait, se préparer, s'anticiper.
c'est les Oui, verbes il faut s'en mettre à la oui. tête. Ça, absolument, oui, je suis d'accord avec toi. Écoute, Bella, je te remercie. Je crois que tout est clair. La présentation a vraiment, je pense, que nous a aidé beaucoup. Ok. Pour ceux qui ne sont pas participés, ne vous inquiétez pas, il y aura en version enregistrée. Donc, on va le mettre dans notre site, notre channel de YouTube. Et donc, on envoyera aussi par email parce que bon, c'était enregistré. Et donc, bon, on se voit pour la suite. On continuera avec Acronis, toujours dans les domaines de la sécurité. C'est très important. Et ça fait pas mal de fois qu'on touche différents domaines de la sécurité. Et donc, voilà. Je remercie à toi et à Acronis et à toute l'équipe pour cet très bon webinaire. Et donc, voilà, à se protéger, à Merci à toi, Angel, anticiper. d'avoir organisé ce webinaire. J'espère qu'on aura d'autres webinaires dans le futur pour continuer à accentuer ce sujet qui est très important. Et merci aussi à tous les participants. J'espère que ça a été utile pour vous et on est là pour vous appuyer. C'est sûr, la sécurité, malheureusement, heureusement, je ne sais pas quoi dire, mais ça va être un sujet, bien sûr, sûr et certain qu'on Oui. va parler de ça. Malgré qu'on trouve des solutions, il y aura toujours des points à discuter. Il y a cette préparation. Merci beaucoup. Je te souhaite une très bonne Merci. journée. On se Merci rencontre également. pour la suite. Très bonne journée. Merci. Et vous À aussi. Merci bientôt. à tous pour participer. À Merci à bientôt. tous. Salut.